Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du balado à l'écoute des volontaires, le balado du CECI. Donc, je m'appelle Marielle, je suis conseillère en communication au CECI et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée par Kumba Anouma, directrice Afrique pour le CECI également, et qui est normalement basée en Côte d'Ivoire et qui nous accompagne aujourd'hui à Montréal. Donc, on en profite pour enregistrer un petit balado. On est au studio, bien entendu. Et donc, aujourd'hui, merci déjà Kumba d'être avec nous. Et puis aujourd'hui, on vous propose un épisode hors série qui s'appelle Commerce au féminin, que se passe-t-il aux frontières? Et donc dans cet épisode, on va explorer un petit peu les réalités du commerce transfrontalier en Afrique de l'Ouest et notamment les obstacles que les femmes entrepreneurs ont dans leur quotidien et puis les solutions proposées également pour justement y remédier. Donc merci Kumba. Donc on va d'abord commencer. Donc, Kumba, déjà, toi, tu travailles déjà depuis plusieurs années dans le milieu un peu de l'entrepreneuriat et puis notamment en Afrique de l'Ouest. Et là, un petit peu plus sur le côté des femmes qui travaillent aux frontières, entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le contexte? Qui sont ces femmes-là? Quel est leur profil? Et puis, voilà, dis-nous-en un peu plus, qu'on se projette un petit peu de qui on parle, pour savoir de qui on parle. Alors, bonjour Marielle et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honorée, très excitée de participer à ce balado. Effectivement, donc j'ai une expérience de plusieurs années pour accompagner les femmes entrepreneurs en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Et ce qu'il faut savoir en fait sur cette thématique, c'est que l'Afrique est le continent qui a le plus de femmes entrepreneurs. Sauf que ces femmes entrepreneurs sont à majorité dans le secteur informel. Il faut savoir que ces femmes ne vont pas souvent dans l'entrepreneuriat pour des raisons de développement, mais plus pour des raisons, on va dire, de subsistance. Soit c'est un moyen pour elles d'avoir un revenu supplémentaire pour la famille, soit c'est un moyen de subsistance, en fait, pour pouvoir accéder à des soins pour leurs enfants, pour des questions d'éducation, pour des questions de vie familiale. Donc, ces femmes sont pour la plupart du temps dans l'informel et elles rencontrent énormément de difficultés par rapport à leur genre et par rapport à leur activité. Donc ça, c'est pour poser un petit peu le contexte de l'entrepreneuriat féminin en Afrique de l'Ouest. Ce qu'on peut dire sur la problématique du commerce transfrontalier, c'est qu'on a deux types d'acteurs. Donc, on a vraiment les femmes petites commerçantes qui sont dans l'informel, qui traversent les frontières pour vendre, acheter des produits, qui font ça pour des moyens de subsistance. Après, on a des PME un petit peu plus organisées, donc des femmes entrepreneurs au sens, comme on l'entend ici au Canada, qui souvent font de la transformation, de la distribution de produits et ont des moyens un peu plus conséquents pour exporter leurs produits sur des marchés un peu plus régionaux ou globaux. Puis c'est quel type de commerce qu'elles font? Si tu aurais un exemple, même pour ces deux profils-là, je ne sais pas, est-ce que c'est des biens agriculture souvent? Est-ce que ça peut être... Alors, c'est souvent de l'agriculture. Donc, pour les petites femmes commerçantes, c'est plus, on va dire, du commerce général. Elles peuvent acheter des chaussures qu'elles vont revendre. Elles sont basées, par exemple, en Côte d'Ivoire et elles vont à la frontière du Ghana pour revendre des chaussures. Et elles achètent, je ne sais pas, un autre bien de consommation, des peignes ou du maquillage ou des pagnes, par exemple, au Ghana, qu'elles vont revendre en Côte d'Ivoire. On peut aussi les voir sur des chaînes de valeur un peu plus spécifiques. Mais par contre, pour les femmes entrepreneurs qui ont des entreprises un peu plus gros, ça va être peut-être du commerce de beurre de karité transformé qui va partir sur d'autres marchés. Ça va être des chaînes de valeur, par exemple, sur l'oignon, sur le manioc. Donc, c'est très différent. Mais c'est souvent des chaînes de valeur, oui, agricoles. OK. Et donc, ces femmes-là, elles sont pas toutes seules dans ces réseaux. Il y a aussi des hommes, finalement, qui sont là. Et pourquoi, là, on s'intéresse aux femmes? Qu'est-ce qui fait que... est-ce qu'elles ont une situation finalement différente? Et pourquoi est-ce que nous, on s'intéresse à elles aujourd'hui pour les appuyer d'une manière peut-être différente qu'on le ferait auprès d'hommes, entrepreneurs ou commerçants? Alors, il faut savoir qu'en fait, les femmes sont celles qui sont exposées au plus de risques dans ce métier, qui ont affaire au plus de contraintes. Tout d'abord, en fait, elles ont affaire à des contraintes liées déjà à leur genre. Le fait d'être une femme vous expose beaucoup plus dans le commerce, dans l'entrepreneuriat et encore plus aux frontières. Puisque lorsqu'on traverse des frontières, on a affaire à des agents douaniers et on est exposé à des violences basées sur le genre, à du harcèlement sexuel, moral, à de la corruption quand on est une femme. Donc, déjà, une raison pour laquelle il faut accompagner les femmes. La deuxième raison pour laquelle il faut accompagner les femmes,
elles se mettent dans le commerce souvent de manière informelle, elles n'ont pas accès à l'information et à la formation. Ce qui fait qu'on a des textes qui régissent le commerce en Afrique de l'Ouest, mais ces textes parfois peuvent être interprétés ou adaptés d'un poste frontière à l'autre de manière très différente. Et lorsqu'on n'a pas les capacités, la connaissance qu'il faut, eh ben, on est encore exposé à de l'abus, à payer des droits de douane peut-être qui ne sont pas applicables. Donc, il y a ce côté d'information. Et puis, le troisième côté aussi, en tant que femme, les études l'ont démontré, c'est que les femmes, en fait, sont celles qui ont moins accès au financement. Et donc, qui dit financement, dit le nerf de la guerre pour diriger toute entreprise, pour se développer, pour avoir accès à plus de matières premières, pour avoir accès à plus de moyens logistiques, par exemple. Il faut avoir des moyens. Et donc, les femmes sont celles qui sont les plus exposées sur ces trois catégories. Mais oui, là, tu nous parles à la fois d'accès à l'information, au financement. Donc, concrètement, finalement, qu'est-ce que... elles vont dire, mais moi, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de connaître où est-ce que je peux avoir de l'argent, etc. Mais c'est quoi leur parcours? Comment est-ce qu'on peut les aider finalement, plus concrètement? Alors, comment est-ce qu'on peut les aider? C'est plusieurs manières, j'imagine. Il y a plein de... il y a plein de manières, mais je vais t'apporter un début de solution, en fait, à travers un projet qu'on met en œuvre en Afrique de l'Ouest qui s'appelle Making Trade Work for Women. C'est un projet qui est financé par Global Affairs Canada de 20 millions de dollars canadiens, qui dure sur 5 ans, qui est en partenariat avec un acteur qui est très actif, un acteur africain qui s'appelle Trademark Africa, qui est très actif en fait dans les structures douanières transfrontalières en Afrique. Donc c'est un projet sur 6 pays. Donc on a le Burkina Faso, on a le Togo, on a la Côte d'Ivoire, on a le Bénin, on a le Ghana, on a le Nigeria. Donc gros programme régional qui permet en fait de favoriser les activités entrepreneuriales de ces femmes qui font du commerce transfrontalier. Et on peut se demander déjà pourquoi est-ce qu'on a choisi ces 6 pays. Il faut savoir que le commerce en Afrique de l'Ouest est organisé par corridors transfrontaliers. Donc on a le corridor Ouaga-Tema, donc Burkina-Togo, et on a le corridor Abidjan-Lagos, qui va passer par tous les autres pays que j'ai cités. Et sur chacun de ces postes frontières, il y a des problématiques auxquelles font face ces femmes entrepreneurs qui font du commerce et sur lesquels nous, on va essayer de les appuyer. Et donc, corridor, en fait, c'est des endroits où il y a le plus de commerce finalement entre les différents pays, c'est ça? C'est ça. Okay. Et donc, plus concrètement, j'imagine que c'est des endroits frontaliers où il y a vraiment beaucoup de monde, un petit peu, qui se promène, enfin, ça se présente vraiment comme ça, c'est ça. Donc, il y en a beaucoup finalement qui vont d'une capitale à l'autre comme ça régulièrement. Par exemple, une femme, comme tu disais, il y avait 2 catégories, une petite commerçante là, qui va vendre, que ce soit même des vêtements, etc. Est-ce qu'elle fait ça tous les 3 mois, toutes les semaines? Je ne sais pas, il y en a peut-être plusieurs profils. Mais... Alors, il y a les 2 profils dont je t'ai parlé, tu vois, ces petites femmes commerçantes qui, elles, vont traverser la frontière de manière opportuniste, on va dire. Dès qu'elles ont un peu d'argent pour acheter un peu de marchandises, comme on dit communément dans le jargon, elles vont acheter un peu de marchandises, elles vont passer la frontière, elles vont aller le revendre. Quand elles auront assez d'argent, elles vont revenir, elles vont revendre. Donc, c'est un peu du commerce opportuniste. Ensuite, on a ces femmes entrepreneurs. Donc, ces femmes, elles, on va dire les contraintes auxquelles elles font face, ça va être plus des contraintes, en fait, où elles sont des risques auxquels elles sont exposées, parce qu'elles vont passer la frontière de manière physique, de manière régulière, elles-mêmes, à des contraintes liées à leur genre, donc de harcèlement, de manque d'information. Les structures douanières ne sont pas adaptées. Par exemple, lorsque les femmes veulent... Il n'y a pas d'espace dédié aux femmes, donc c'est compliqué parce que pour se faire fouiller par un homme, parfois, ça peut être compliqué. Ne pas avoir de toilettes pour les femmes, tout simplement, de lieux où ces femmes, parfois, traversent avec leurs bébés, avec leurs enfants, où est-ce qu'elles peuvent allaiter leurs enfants. Lorsqu'elles font face à des tracas administratifs, douaniers, ce qu'il faut savoir, c'est que si elles ne sont pas prioritaires, si on n'a pas pensé ces lieux de passage pour les femmes, il faut savoir que derrière, elles retournent s'occuper de leurs enfants. Donc, une femme qui va passer 5 heures de temps pour des tracas administratifs, ce n'est pas la même chose qu'un homme. C'est ça, et c'est ce que j'allais dire. Souvent, j'imagine la frontière, c'est pas le genre de choses où tu passes en 20 minutes et puis c'est fait. Non. Donc, oui, et puis je m'imaginais justement, souvent, il y a les enfants, mais elles sont presque obligées de les prendre avec elles s'il faut, parce que c'est pas quand est-ce qu'on va rentrer finalement. Donc, elles sont exposées à ces risques, à avoir un petit peu de financement pour leurs activités, à ces risques de harcèlement en première ligne pour le passage des postes douaniers.
Et après, il y a ces femmes un peu plus entrepreneurs qui, elles, vont faire face plutôt à des contraintes de logistique, comment déplacer leur production, qui parfois, elles, les petites femmes sont plus, les femmes dans le petit commerce sont plus aux frontières. Ouais. Et les femmes transformatrices ou agrégatrices ou entrepreneurs, elles sont peut-être plus dans des grandes villes et il va falloir faire déplacer de la marchandise en grosse quantité, cette fois-ci, d'un point A à un point B. Donc, il faut avoir accès à des moyens logistiques. Les tarifs douaniers, les contraintes douanières à plus grande échelle peuvent les impacter. Et également, elles vont avoir des questions d'accès au financement beaucoup plus importantes pour structurer leurs entreprises et pouvoir faire évoluer leur business de manière favorable. Ouais. Non, c'est certain. Puis, mais là, je vois encore là, ces deux profils, là, une femme petite commerçante, une femme entrepreneur. Qu'est-ce que, par exemple, si on prenait même une personne, qu'est-ce qu'on ferait pour l'accompagner via le projet dont tu as parlé? Ce serait quoi concrètement, là, qu'est-ce qui pourrait lui permettre d'améliorer son parcours finalement? Donc, il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut travailler. Donc, sur le levier déjà des femmes commerçantes, c'est déjà leur donner accès à la formation, accès à l'information, idem pour les femmes entrepreneurs, pour qu'elles connaissent leurs droits. Souvent, parfois, c'est juste le manque de droits le manque de connaissance de ces droits qui fait qu'on va payer un petit bakshish, alors que si on connaît ces droits, elles sont dans les règles. Parfois aussi, elles ne sont pas dans les règles, pas parce qu'elles ne le veuillent pas, parce qu'elles ont accès à l'information. Donc, nous, on va travailler, on va s'appuyer sur la connaissance de ces femmes commerçantes pour pouvoir leur apporter du renforcement de capacité, travailler également avec les associations, parce que ces femmes sont organisées en association, et plus on est nombreuses, plus on est aligné sur des activités, plus notre voix porte. Donc, on va également donner de la force à ces femmes, à ces associations de femmes, pour qu'elles puissent avoir une voix qui porte plus au niveau des politiques et faire changer les choses. Donc, de la formation, du renforcement de capacité et également du plaidoyer auprès des autorités pour faire changer un petit peu les lois, pour apporter des infrastructures peut-être qui sont gender favorables, également former les acteurs aux frontières pour leur faire comprendre que les femmes ne doivent pas être victimes d'harcèlement. Ce ne sont pas des victimes, mais ce sont des commerçantes comme les autres et elles doivent être traitées de la même manière. Donc, agir également sur ce côté politique, ce côté renforcement de l'écosystème. Il faut savoir aussi, je parlais de l'accès au financement. C'est aussi quelque chose de très compliqué. Donc, nous, on va travailler avec des acteurs du financement local pour voir avec eux comment est-ce qu'on peut designer des produits qui sont adaptés à ces femmes, des mécanismes qui sont adaptés à ces femmes pour leur permettre d'avoir accès à des financements qui vont leur permettre de développer leurs activités. Le dernier point... Aujourd'hui, c'est quoi et puis, je ne veux pas que tu te perdes dans tes points, mais c'est quoi aujourd'hui, par exemple, leurs options en financement? Est-ce que c'est limité, tu disais, mais ça veut dire quoi? C'est que souvent, elles ne sont pas prises en compte, on leur refuse, j'imagine, des demandes de prêt, c'est ça un peu? Alors, on leur refuse des demandes de prêt. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu es dans l'informel, comment est-ce que tu prouves un historique, un track record? On te demande des états financiers formels pour une entreprise. Donc, déjà, pour avoir accès à un financement, sans état financier, c'est compliqué. Ensuite, souvent, comme je l'ai dit, les femmes vont dans ces activités pour des raisons de subsistance. Donc, le risque sur ces femmes qu'on accompagne est très élevé et communément, les acteurs financiers ne souhaitent pas en fait accompagner des personnes avec du risque, c'est du business. Donc nous, c'est de travailler avec ces acteurs pour leur faire comprendre qu'en fait, il y a un intérêt à travailler avec ces femmes, peut-être mettre en place des mécanismes de garantie, parce qu'on va leur demander des garanties aux femmes qu'elles n'ont peut-être pas, pour leur permettre d'avoir accès à du crédit, mettre en place des outils peut-être digitaux, plus facile parce qu'on est dans un système intégré, mais quand on fait du commerce en Côte d'Ivoire, c'est le franc CFA. Quand on arrive au Ghana à quelques mètres, c'est le Ghana Cedis. C'est difficile de payer, donc voir avec des moyens digitaux si on peut développer des applications qui vont permettre à ces femmes de pouvoir faire leur activité de manière beaucoup plus simple. Oui. Et je sais que tu avais un troisième point tout à l'heure, ceci, mais juste pour continuer là-dedans, tu parles d'applications digitales. Est-ce qu'il y en a déjà qui existent, qui pourraient être des choses à rebondir sur? Oui, donc il y a le mobile paiement est quelque chose de très développé en Afrique de l'Ouest. Donc je sais pas si je peux citer ou pas, mais il y a plein d'applications de mobile paiement qui permettent en un clic
de payer un fournisseur, de payer de la marchandise. Donc, c'est voir peut-être comment intégrer ça de manière un peu plus globale sur les marchés. Pour le moment, c'est pas trop... c'est pas connecté, en fait. Le problème, c'est que tout fonctionne dans un pays, mais dès qu'on traverse la frontière, c'est pas connecté. Et ça fait le lien, en fait, avec mon dernier point. En fait, les pays que nous avons cités sont dans une zone économique qu'on appelle la CEDEAO. Donc, la CEDEAO fait les textes et ça assure le libre-échange des biens et des personnes. Ça, c'est sur le papier. On a également l'UEMOA, qui est la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qui se charge aussi de faire les textes pour uniformiser tout ça. On a également la ZLECAf, qui est sous le chapeau africain, donc sur tout le continent, qui s'assure en fait de la libre circulation et de l'harmonisation des marchés. Donc nous, notre projet Making Trade Work for Women travaille avec ces institutions pour s'assurer en fait de l'uniformisation, faciliter la circulation des biens, des personnes, l'uniformisation des textes. Sauf que là, c'est dans la théorie. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué et les femmes font face à toutes les contraintes que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc, c'est à tous ces niveaux qu'on va essayer de faire jouer les choses. Normalement, l'interopérabilité, donc la fonction de pouvoir faire des paiements dans chaque pays devrait être instantanée. Mais on se rend compte qu'on se heurte dans la réalité à beaucoup de contraintes dans ce sens-là. Oui. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en théorie, il y a déjà beaucoup de règles mises en place et qui sont presque déjà qui sont bien, mais la pratique n'est pas encore, c'est ça. N'est pas encore là. Donc, il faut donner des coups de pouce. Et justement, tout à l'heure, quand tu parlais, ça me faisait penser, quand tu parlais d'influencer un peu les politiques, ces femmes qui se regroupent des fois en réseau, j'ai oublié le mot que tu as utilisé exactement, et là, comment est-ce qu'elles ont accès justement pour faire valoir leur voix aux politiques, pour dire justement tout ça et est-ce qu'il y a des moyens de plaidoyer mis en place? Comment est-ce que même le projet vient en place ou même pas juste le projet? Comment elles arrivent finalement à faire valoir leur voix? Donc, elles font valoir leur voix, mais c'est très difficile. Quand elle n'est pas organisée, quand on n'a pas de moyens, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment le ceci. Les ONG ont un rôle très catalysateur et puis très intégrateur. Nous, on va essayer de mettre, grâce à notre position, autour de la table, donc les commerçantes, les associations, les partenaires locaux, les associations de femmes et également les politiques. On a commencé à adresser un maillage de relations avec les directions du commerce dans les pays où on intervient. Ce projet se fait également avec la collaboration de la ZLECAf, de l'UEMOA et de la CEDEAO. Donc nous, on a la légitimité en fait pour permettre à ces femmes d'être le porte-voix, de s'organiser et de faire valoir leur voix auprès de ces institutions pour pouvoir faire changer les politiques dans ce senslà. Oui. Donc je vois, il y a un peu ce rôle de rassembler un peu les différents acteurs finalement qui sinon travaillent un petit peu en silo et qui... Bon, après, j'imagine que ceci n'est pas le seul à faire ça, mais ça fait partie des acteurs qui peuvent finalement faire ces liens et qui sont importants. Exactement. Mais oui. Mais justement, moi, ça me faisait penser, j'ai été en Côte d'Ivoire rencontrer justement quelques femmes entrepreneurs qui vont certainement faire partie du projet. Et j'ai été étonnée, notamment dans plutôt la section plus des commerçantes déjà bien, qui sont déjà un peu plus établies, oui. Et donc, plusieurs d'entre elles m'avaient dit même, on a essayé un peu de faire du commerce avec les pays voisins et puis elles ont trouvé soit beaucoup de difficultés, que ce soit logistique, technique. Et finalement, il y en a quand même quelques-unes qui disent, finalement, moi, je préfère aller plus loin. Donc, elles vont parfois commercer avec la Chine, avec l'Europe, ce qui n'est pas négatif, mais ce qui est des fois un peu contradictoire parce qu'elles nous disent, moi, j'aimerais bien aller un peu plus proche, mais elles ont aussi plein de barrières. Je ne sais pas si tu veux parler un peu de ces barrières-là et voir qu'est-ce qui peut être fait aussi éventuellement pour permettre à ces femmes-là de pouvoir aussi recommercer un peu plus dans les pays frontaliers. Donc, c'est vrai que c'est très surprenant d'entendre que c'est plus facile de faire du commerce avec la Chine, par exemple, ou avec l'Europe, que de faire du commerce intra-régional. Et je vais faire une similarité. C'est plus facile de voyager vers Paris, d'Abidjan, que de voyager à Cotonou, à Dakar. Les prix sont plus chers. Pourquoi ? Parce que la demande déjà est moins forte et les moyens logistiques sont moins développés. Ouais. Donc, il y a un manque de moyens, un manque de routes, un manque d'infrastructures douanières.
la réalité en fait des règles établies est beaucoup plus fluide vers les pays qui ont l'habitude de faire du commerce à l'étranger qu'à l'interne. Donc ça revient encore à ce que je disais sur l'UEMOA qui dans la théorie et la CEDEAO assure la libre circulation des biens et des personnes, mais qui dans la réalité en fait c'est toute une liste de difficultés qui sont là. Et surtout, je pense, la formation, le manque à la bonne information, le fait que les règles sont censées être uniformes, mais ne sont pas appliquées de la même manière partout. Le problème également de transfert monétaire, le problème d'accès à des informations même de manière digitale, le problème de libre circulation des personnes fait que c'est beaucoup plus facile d'envoyer un conteneur en Chine, par exemple, que d'envoyer sa marchandise entre le Bénin et le Togo, par exemple. Oui, non, c'est sûr. Oui. Et donc, mais après, en mettant en place plusieurs choses, ça pourrait se rétablir et puis s'accélérer. Est-ce que même, mais toi, ça fait longtemps que tu travailles dans ce domaine. Est-ce que tu as vu une amélioration quand même déjà depuis quelque temps? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que tu vois ça, les règles de la CEDEAO, tout ça, c'est pas non plus, ça date pas, je dirais, d'il y a 10-15 ans? Est-ce que, enfin, peut-être que si d'ailleurs. Alors, je pense que oui. Déjà, je pense que tout changement commence par une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle est là. Moi, j'ai beaucoup évolué dans le domaine du financement d'impact. Et de plus en plus, en fait, de grosses institutions de financement, de banques, lancent en fait de programmes destinés aux femmes. Donc, par exemple, Ecobank, c'est une banque panafricaine très connue qui a aujourd'hui un programme dédié qui s'appelle Elever, qui est un programme dédié aux femmes entrepreneurs. On a également de plus en plus d'institutions financières qui mettent en place des programmes sur ce qu'on appelle le missing middle, donc le maillon manquant qui n'est pas financé. Donc, cette prise de conscience existe. La BAD, par exemple, qui est la Banque africaine de développement, a lancé un gros programme il y a quelques années qui s'appelle AFAWA, qui est destiné au financement des femmes entrepreneurs. Donc, cette prise de conscience, elle est là. J'ai rencontré les directions générales du ministère du Commerce dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un programme qui s'appelle La Clinique, qui est en fait un mini-programme de ce que fait MTW pour travailler avec les femmes entrepreneurs, pour voir quelles sont les barrières qu'elles ont aux frontières et pouvoir lever ces barrières. Je pense qu'on vulgarise aussi toutes les problématiques liées aux violences basées sur le genre. Il y a une prise de conscience. Donc, on voit quand même des évolutions. Tous les acteurs qu'on a été rencontrés ne sont pas réfractaires, sont conscients du problème et ont envie de faire bouger les choses. Donc, je pense qu'on est déjà sur une... moi, je reste très positive. On est déjà sur une bonne voie. C'est qu'on n'est pas dans le tout début, des fois, de devoir faire changer des fois des choses. C'est déjà un mouvement qui est en marche. Et donc, c'est un peu pour justement l'accélérer finalement et puis... trouver des moyens de c'est ça. Les règles existent. Et en fait, il faut juste qu'on trouve les moyens de les faire appliquer. Donc, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Et puis, la démarche du ceci dans le cadre de ce projet est vraiment une démarche, on va dire, complète et holistique. On met vraiment tous les acteurs autour de la table. On a décidé d'identifier tous les freins pour ces femmes. Et le fait de le faire en synergie avec plusieurs pays vont pouvoir avoir un effet de changement qui est systémique à grande échelle. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait évoluer les choses, dans mon sens. Donc, l'impact sera global. On vise, je crois, de toucher 20 000 femmes. Donc, ce n'est pas 2 000 femmes qu'on va accompagner sans être réductrice, mais je trouve que l'impact va être à un certain niveau. Et il y a d'autres programmes aussi qui se mettent en place. Donc, je reste très positive par rapport au changement qu'on souhaite apporter. Ben oui, c'est ça. Ça donne un peu d'espoir et puis d'énergie. Et puis, mais c'est ça. Mais là, comme tu disais, le projet là, il travaille pas que avec des femmes dans plusieurs pays. Mais c'est l'Afrique de l'Ouest, oui, mais déjà chaque femme dans les pays, c'est aussi ses situations propres en fonction de la culture, de plusieurs éléments. Et je me disais, tous ces apprentissages là, ils sont certainement aussi très comparables finalement à certaines femmes au Canada également. Donc, même s'il y a des contextes des fois commerciaux ou autres de frontières qui sont peut-être différents, mais il y a des défis que rencontrent les femmes entrepreneurs aussi au Canada. Est-ce qu'il y a des choses que tu verrais, même par rapport à ton travail, que tu as déjà vu évoluer, qui pourraient vraiment
se comparer et puis peut-être avoir des apprentissages qui pourraient être pertinents aussi pour les femmes ici entrepreneurs au Canada? Écoute, Marielle, je pense que tu as fait une très bonne analyse de la situation. Les contraintes liées aux femmes entrepreneurs à leur activité sont plus ou moins les mêmes dans tous les contextes. On peut prendre le Canada, on peut prendre la Côte d'Ivoire où je vis. C'est des problèmes liés au financement, des problèmes liés au genre. Donc, le Ceci a mis en place un programme qui s'appelle Femmes entrepreneurs solidaires, qui permet en fait de faire du mentorat entre des femmes entrepreneurs de 2 continents. Donc, généralement, dans le monde du développement, on voit plus du mentorat, on va dire nord-sud, je caricature. Mais ce programme de mentorat, en fait, c'est un programme réciproque. C'est-à-dire que des femmes entrepreneurs d'Afrique mentorent des femmes entrepreneurs du Québec et des femmes entrepreneurs du Québec. Et ces mêmes femmes entrepreneurs du Québec mentorent la personne. Donc, c'est des apprentissages mutuels qui permettent de se renforcer et d'apprendre plus. Je vais te donner l'exemple d'une dame qui s'appelle Valérie Kenom, qui a une entreprise de transformation de jus au Sénégal. C'était une femme docteur nutritionniste qui a fait le constat qu'en termes de nutrition, ses contemporains mangeaient plus de la junk food, de la nourriture qui avait pas, ou de la nourriture importée, qui n'avait pas les valeurs nutritives appropriées, alors que sur place, au Sénégal, on trouve plein de choses traditionnelles qui ont été délaissées et qui ont de très belles vertus. Donc, elle a décidé de quitter son job de docteur et de devenir femme entrepreneur. Et elle a lancé cette entreprise de jus avec son frère pour apporter sa petite pierre à l'édifice sur la nutrition saine au Sénégal. Sauf que être entrepreneur, c'est bien d'avoir des idées, mais quand ton entreprise commence à se développer, c'est difficile en termes d'accès au financement, en termes de gestion au quotidien. Et elle a rencontré pas mal de difficultés dans l'organisation organisationnelle de son entreprise. Donc, nous, au sein du Ceci, on l'a mis en contact avec une autre personne, avec Valérie, qui, elle, est chef du développement organisationnel au sein de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, Valérie lui a apporté son expertise, mais l'entrepreneur, sa mentor aussi du Québec, lui a aussi apporté son entreprise. Et finalement, on a fait un jumelage. L'entrepreneur sénégalaise est venue ici au Québec, a participé à un panel, a pu développer son réseau. Et l'apprentissage, en fait, s'est fait des 2 côtés. Oui. Et d'ailleurs, je pense qu'elles ont tourné, c'était pas avec moi, mais je pense qu'elles ont tourné un balado. Donc, si jamais il y en a qui voudrait écouter leur expérience plus en détail, il y a un balado. Et puis, c'est vrai que c'était une histoire bien très intéressante. Et je vais te donner mon opinion en fait personnelle. Je pense que les femmes, en fait, je l'ai dit, en Afrique, mais je pense même dans les pays occidentaux, se lancent dans l'entrepreneuriat, mais font face à une difficulté majeure. C'est vraiment l'ambition, en fait. Les hommes ont moins peur de se lancer, de prendre des risques. Les femmes, elles vont calculer les risques et souvent se retrouvent très seules dans ce milieu. Et je pense que le réseau, c'est la première force quand on est une femme entrepreneur. Pouvoir partager ses craintes, ses réussites, ses succès, les femmes ont vraiment du mal à les partager. Alors que les hommes, eux, peuvent le faire, ne voient pas l'échec comme quelque chose de difficile. On peut en parler facilement, il y a du réseau, les choses sont faites quand même peut-être un peu plus pour les hommes, alors que les femmes vont être très conservatrices, vont rêver moins grand, dès qu'elles ont atteint un certain niveau de développement, de chiffre d'affaires, vont se dire, ça couvre les besoins de la famille, je ne vais pas aller plus loin parce que moi, je dois m'occuper de la famille. Et donc, il manque de réseau pour soutenir ces femmes et qu'elles puissent partager, en fait, leurs idées, leurs challenges. Et je trouve que leur laisser un peu la place de grandir si elles le souhaitent. C'est ça. Exactement. Donc, je trouve que cet exemple de mentorat est très, très bien. Oui. Non, ouais, vraiment. Et écoute, ça me fait un peu penser à la dernière question aussi qui n'est pas forcément liée au mentorat, mais je voulais parler justement un peu plus aux auditeurs parce qu'il y en a c'est un podcast au début, un balado, pardon, qui parle plus aux volontaires au début. Et donc là, le projet Making Trade Work for Women est un projet qui va accueillir des volontaires pendant les 4-5 prochaines années. Donc, est-ce que tu veux nous parler justement quel serait éventuellement le rôle de ces volontaires-là quand ils seraient amenés à travailler avec le projet? Comment est-ce que des volontaires canadiens pourraient appuyer finalement ce projet
Ouais. Donc, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à postuler au programme de volontariat du CECI, et notamment pour le projet Making Tech Work for Women. Pourquoi, en fait, le volontariat, pour nous, c'est un levier très important pour pénétrer des espaces dans le cadre de nos programmes. Donc, par exemple, pour Making Tech Work for Women, je parlais tout à l'heure du manque d'informations digitales. Donc, on pourrait avoir des volontaires qui nous aideraient à développer, à participer au développement d'outils digitaux, à préparer du contenu pour l'accès à plus d'informations pour ces femmes, pourraient nous aider aussi sur la promotion, comment nous apporter des idées sur comment faire la promotion de leurs produits, de leur activité. Je vois aussi des idées pour nous accompagner sur le plaidoyer, peut-être travailler avec des chambres de commerce pour pénétrer ces espaces, pour pouvoir promouvoir les activités et l'entrepreneuriat féminin. Donc, il y a énormément de potentiel et d'opportunités pour les volontaires pour nous accompagner au sein du CECI, que ce soit sur ce projet ou sur d'autres projets. Ouais, mais oui. Mais oui. Merci. Moi, j'en ressors toute. Ça me donne plein d'énergie et plein d'espoir. Oui, j'ai hâte de voir un petit peu où va s'en aller ce projet et les résultats qui vont arriver bien assez vite. Donc, merci pour cet échange inspirant. Et puis, ce que je voulais, voilà, sauf si tu avais un dernier mot de la fin peut-être à ajouter, non ? Le mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat des jeunes, c'est vraiment l'avenir en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Donc, vous venez d'écouter un balado, un épisode hors série du balado du CECI à l'écoute des volontaires. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet, sur le CECI, sur ce qu'on fait, vous pouvez aller sur notre site internet ceci.org. Il y a aussi également des offres de mandats de volontariat qui sont postées. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci Marielle pour ton invitation. Plaisir.